Bonjour à tous et puis merci de m'accueillir pour vous présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était les débuts de notre aventure dans le domaine de l'Internet des objets. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qu'est OrbiWise, mais très légèrement. On est une entreprise fondée en 2014 par des anciens de la télécom. Quand notre boîte a fermé, parce que c'était un bain de sang dans la télécommunication à cette époque-là, on a décidé de voir si on pouvait vraiment rendre l'Internet des objets professionnel et pas comme on le voyait à l'époque, on va dire un dada de geek. Donc on a créé la compagnie en 2014, on est maintenant une quarantaine de personnes, on a des clients un peu partout dans le monde. Et on est spécialiste des infrastructures LoRa, donc avec le protocole LoRaWAN. Et donc on a, donc pour vous expliquer en fait le réseau LoRaWAN, c'est une infrastructure de télécommunication avec des stations de base comme la téléphonie mobile, excepté qu'une station de base en fait émet moins d'ondes que votre téléphone. Et elle peut couvrir des dizaines de kilomètres de rayon. Donc on est vraiment sur une technologie qui est économe en énergie, économe en ondes, mais qui permet en fait de couvrir de très larges en fait, zones. Et bien sûr pour ça en fait, il y a une contrepartie, c'est qu'on fait en fait du débit très faible. Donc on a beaucoup d'applications pour lesquelles on n'a pas besoin de vidéo. On le disait, en fait, si on veut récupérer une information d'un smart meter, ça suffit de l'avoir une fois toutes les heures ou même toutes les 2 heures. On n'a pas besoin d'avoir ça toutes les 3 secondes. Et donc c'est un domaine qui a été nouveau, parce que le standard en fait a été créé en 2015. On était dans la création du standard avec l'Alliance LoRa. Et aujourd'hui, c'est un domaine qui est déjà totalement professionnalisé. Donc je vous donne un exemple ici d'un de nos clients. Donc c'est le plus grand réseau au monde. En fait. Donc il couvre plus de 40 villes, les plus grosses 40 villes d'Inde. Et ça fait à peu près 350 millions de personnes qui pourraient être couvertes. Alors ce qu'on a fait en plus avec Tata, c'est qu'on a couvert les couloirs de fret et de logistique. Donc on peut faire à la fois de la localisation avec cette technologie, mais aussi de la transmission d'informations, comme on l'a vu en fait plus classiquement dans l'Internet des objets. Alors pourquoi en fait les SIG, c'est l'objectif du projet aujourd'hui, c'est intéressé à une start-up qui venait de se créer en 2014. C'est parce qu'il y avait déjà au SIG une réflexion sur comment aborder la transformation des sociétés, de notre société. Et donc, bon, c'est un acteur qui est aujourd'hui, les SIG, c'est les plus gros services industriels de Suisse, à Genève. C'est également, ils sont également engagés en fait sur la transformation pour des sociétés durables. Mais ils ont aussi en fait cette réflexion-là sur l'utilisation de toutes les technologies possibles pour pouvoir contribuer à leurs objectifs. Et en particulier les utilisations en fait de la télécom, puisqu'ils sont fournisseurs en fait de fibres sur le canton. Et donc comment s'est passée la genèse de ce projet en fait avec les SIG? Il y avait une réflexion interne sur les besoins. En fait, ils voulaient transformer leurs opérations, mais ils voulaient comprendre quels étaient les besoins de leurs équipes. Donc, ils sont allés voir les exploitants et ils ont récupéré vraiment à la source qu'est-ce qui pourrait vraiment aider et qu'est-ce qui pourrait améliorer les opérations, qu'est-ce qui pourrait améliorer la réactivité, donc le service au final. Et on s'est rendu, à l'époque, ils se sont rendus compte que principalement, ils avaient besoin d'informations en temps réel, ça c'était important. Ils avaient besoin d'informations, de mieux connaître leur réseau. Et puis quand un réseau est étalé sur l'ensemble là on parle du réseau de distribution d'eau, il est étalé sur l'ensemble du canton. Donc un fournisseur tel qu'SIG connaît parfaitement en temps réel la qualité de l'eau qui sort de leur production. Par contre, en bout de réseau, c'est très difficile. Il faut aller faire des prélèvements. Donc ils font énormément de prélèvements selon la législation. Ils font presque 7000 prélèvements par an.
mais ça reste quelque chose qui est séquentiel. Ils doivent aller à un endroit donné, faire un prélèvement, récupérer l'information, la traiter, l'analyser chimiquement, la réinjecter dans leur connaissance du réseau. Donc il y a une connaissance en fait du réseau qui est quand même très partielle. Donc ils avaient besoin de connaître mieux leur réseau à distance, et puis également comprendre comment faciliter aussi leurs opérations. Donc l'historique du projet, ça a été vraiment une récupération de besoins. Donc ça, c'est très important quand même, parce qu'on part de l'usager. Hein. Donc c'était ce qui est le plus important. Ils ont fait une étude de ce qu'il y avait sur le marché. Alors, on trouve des sondes de qualité de l'eau qui permettent de mieux connaître en fait la qualité du réseau. Mais ces sondes sur le marché, c'est des couteaux suisses qui sont extrêmement perfectionnés, mais qui coûtent très très cher. Une sonde comme celle qui a affichée, c'est 20 000 francs avec peut-être 12-13 paramètres qu'on peut éventuellement changer avec des petits barilets. Donc c'était vraiment quelque chose qui était impossible à déployer en nombre. Donc ils ont réfléchi à comment pouvoir éventuellement explorer d'autres voies. Donc ils sont allés voir l'université, les HES. Et après en fait toutes ces démarches-là, et vous voyez ça a pris du temps quand même. Il y a une demande de projet qui a été faite et qui a été financée par le fonds de recherche pour l'eau, la FOVA. Et c'est là que nous, en fait, on a fait la demande avec eux et c'est là qu'on a commencé à interagir avec les SIG. Donc ce projet, il avait pour objectif de développer une sonde multiparamètres qu'on pouvait installer sur le réseau d'eau potable et on voulait avoir la qualité en fait, de l'eau en temps réel. Et avec bien sûr la précision du matériel qu'on pouvait trouver sur les sites de production. Donc le projet a rassemblé 3 acteurs, les services industriels de Genève, l'EPIA, qui a réalisé principalement la partie mesure, donc les capteurs, et puis OrbiWise, nous on a réalisé toute la partie télécom. C'est un projet qui devait durer 21 mois, qui a duré un peu plus longtemps, mais qui finalement a atteint ses objectifs. On voit en fait que le budget n'était pas négligeable, hein, c'est quand même 500 000 francs, mais on a finalement débroussaillé le terrain pour, on va dire, pour une entreprise telle que les SIG, c'est assez rare de faire une recherche aussi particulière. C'est en fait, il y a vraiment là, on développait un capteur, alors qu'en général, eux, ils s'occupent plutôt des opérations. Donc, je vous donne ici en fait une vue de l'ensemble de la solution qu'on a développée. Donc, il y a dans les pipelines une sonde qui doit être installée sous pression. Il ne faut pas qu'on arrête en fait le réseau pour pouvoir l'installer. Ensuite, il y a depuis cette sonde-là une mesure de la qualité, des paramètres de qualité de l'eau. Et ces paramètres sont envoyés par une communication sans fil vers des stations de base qu'on voit en fait en haut du slide. C'est à la taille d'une boîte à chaussures, hein, donc c'est très facile à déployer. Et la station de base récupère ces informations, les envoie vers des bases de données et elles sont mises à disposition du centre de contrôle. Donc l'objectif, c'était vraiment de faire une démonstration bout en bout depuis l'objet qui mesure jusqu'au centre de contrôle qui va récupérer par exemple une alerte. Ou éventuellement, dans l'autre sens, envoyer une commande pour une vanne ou quelque chose comme ça. En l'occurrence, ici, on s'est occupé de mesures de qualité, donc il n'y avait pas le retour, mais le retour, en fait, c'est-à-dire le système de communication est totalement bidirectionnel. Donc le cahier des charges, c'était assez chaud au départ. On avait 6 paramètres qui ont été définis comme vraiment les paramètres utiles pour les services industriels dans leurs opérations. Donc on avait la turbidité, le chlore résiduel, on avait la conductivité, la pression, la température et puis le débit. Alors dans les deux sens, on voulait avoir le sens parce qu'en fait comme ils ont un réseau maillé, il se peut parfois que le débit en fait change de sens. C'était une mesure temps réel qu'on devait faire, on devait pouvoir en fait récupérer l'information à distance, on devait avoir une autonomie d'au moins 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? Parce qu'au bout de 6 mois, il faut en fait sortir la sonde pour la nettoyer, sinon on a potentiellement des bactéries qui peuvent s'installer. Et puis il fallait également un coût extrêmement bas comparativement à ce qu'il y avait sur le marché. Donc on a vraiment, l'objectif c'était d'être à un coût de sonde de 1000 francs.
Et puis, comme c'était un projet de bout en bout, il fallait l'installer sur le réseau. Donc aller jusqu'au bout, vraiment installer sur le réseau et récupérer l'information. Alors l'installer sur le réseau, ça nécessite que la sonde soit assez robuste, hein, parce que c'est pas de la plaisanterie. Les performances atteintes. Finalement, on a. Alors, vous voyez en fait sur la photo la sonde qui est dans un collier. Donc, c'est une mâchoire. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, sûrement. C'est une mâchoire qui vient sur la conduite, et ensuite on peut percer la conduite et insérer la sonde sous pression. Donc, tout le système a été conçu comme ça. On a ensuite installé la sonde sur un banc d'essai pour pouvoir calibrer les mesures qu'on faisait avec la sonde. Puis ensuite, elle a été installée sur le terrain. Et en termes de performance, donc avec le développement électronique qui ont été faits, puis le suivi aussi des SIG dans tous les développements, on a finalement atteint à peu près tous les objectifs. Néanmoins, sur la turbidité, le chlore résiduel et puis le débitmètre, principalement le débitmètre, on avait encore des améliorations à faire. Mais on est sur on va dire un projet qui donne maintenant, qui est une première marche vers une industrialisation. Et c'est ce qui va être fait. Donc, l'intégration avec le centre de contrôle a été réalisée avec des sondes installées sur le terrain. Donc là, vous voyez sur la photo du bas, au milieu, la sonde qui est installée par les équipes des services industriels. On pouvait en fait sur place vérifier qu'on récupérait l'information en temps réel. Et puis au centre de contrôle, en fait, il y avait des API, comme ça a été expliqué dans la présentation précédente, qui venaient récupérer cette information pour la mettre en affichage sur le centre de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé au bout du projet avec un résultat positif, mais c'est un résultat qui finalement a eu des répercussions au-delà en fait de ce projet sur l'eau. Donc on part là d'une équipe qui veut gérer en fait son réseau d'eau. Et pour pouvoir faire ça, il a fallu à un moment donné connecter toute l'installation qu'on avait développée au centre de contrôle. Pour ça, il fallait passer par les services de télécom des SIG. Donc on a commencé à discuter avec les services des télécoms. Et quand ils ont commencé à comprendre en fait ce qu'était le LoRa, comment ça fonctionnait, ils ont été intéressés parce qu'ils ont vu en fait une opportunité. Et donc pendant tout le long de ce projet-là, alors les services télécoms se sont intéressés à cette technologie. Il y avait en parallèle, bien sûr, une direction politique fêtière qui était d'aller vers une transformation digitale. Donc ça aide beaucoup aussi hein, quand les politiques donnent l'impulsion. Je pense qu'ici, on voit que c'est le cas. Et on a finalement, à la fin de ce projet-là, on a installé des antennes sur les châteaux d'eau. Et on avait en fait finalement un accord en fait interne au SIG que c'était vraiment une solution qui était viable. Pour ça, grâce à ça, on est allé ensuite petit à petit faire de la dissémination en fait d'informations et on est allé voir différents acteurs. Ça a été présenté à Zurich, ça a été présenté aux Nations Unies. Il y a eu des articles et on a essayé en fait après cet effort-là en fait interne de trouver une solution vraiment particulière au SIG, de voir s'il y avait d'autres demandes. Alors on a eu des retours très positifs, c'est-à-dire que finalement la cible était claire et nette, et ça c'était vraiment en fait ce qu'ils voulaient. On a eu quand même des demandes supplémentaires, alors particulièrement les bactéries. Alors on s'était dit juste avant, c'est pas si simple de faire de la mesure de bactéries, mais on travaille nous, en tout cas Orbywise, avec d'autres compagnies pour essayer de voir si c'est possible maintenant de le faire en ligne. Avec la technologie, avec les avancées de la technologie, on a des pistes quand même. Mais il y avait surtout des questions qui ont été liées au-delà en fait du coût de la sonde, parce que c'était un des points en fait initiaux. On avait des questions de sécurité. Et là, c'est vrai en fait que c'est une question légitime. On est en train de remonter énormément d'informations, et puis on va avoir un réseau qui va remonter des informations. Ça peut être de la consommation, par exemple, de l'usager. Ça peut être des informations qui peuvent être éventuellement biaisées par des pirates. On a un problème de sécurité
pour pouvoir être sûr qu'on contrôle le réseau et qu'on n'est pas en fait à la merci d'une problématique sur ces informations-là. Et le réseau LoRa et le protocole LoRaWAN, en fait, cette sécurité, elle est intégrée déjà au départ. Donc, en fait, en réalité, on peut arriver exactement à la même niveau de sécurité que sur des réseaux de téléphonie mobile. Donc, de ce côté-là, en fait, c'était légitime, mais au moins, c'est couvert. Et puis après, bon, il y avait toute la question, en fait, de la maintenance, qui est combien de fois on va avoir l'information qui va remonter, combien de fois il faut aller sur le terrain pour réparer la sonde ou tout simplement la nettoyer si en fonctionnement de croisière. Et donc, le projet lui-même, aujourd'hui, il donne lieu à une étape d'industrialisation. Et donc, une sonde à 1000 francs avec probablement un service derrière, ben, ça devient abordable pour des petites communes qui veulent avoir une information en temps réel sur leur réseau. Et donc, on espère, en fait, avec cette industrialisation, qu'on pourra vraiment amener une information utile à beaucoup de communes qui ne pourraient pas, en fait, se payer des systèmes beaucoup plus chers qu'on a pu voir. Donc, le réseau, aujourd'hui, il est en place. Et le canton est couvert. Donc là, on a une couverture qui est en fonction des modes on va dire, du niveau de réception qu'il y a sur le réseau. Et ce qui est très intéressant, c'est que un réseau comme ça, c'est pas seulement pour l'eau. Donc on a installé au départ 1 ou 2 stations pour pouvoir, sur un château d'eau, pour pouvoir mesurer la formation qui venait d'une sonde de qualité de l'eau. Mais en fait, ce réseau, il peut être utilisé pour toutes sortes d'applications. Et en fait, donc c'est là où on a vu, depuis cette équipe eau, une remontée vers les télécoms, puis une remontée vers les services partagés, et finalement, en fait, une vraie ambition de pouvoir utiliser ces techniques de l'Internet des objets dans beaucoup de domaines. Donc il y a différentes dimensions. Il y a une dimension géographique. Ce sont des réseaux qui permettent de voir loin et en même temps. Donc ça, c'est très important, en fait, pour gérer des grandes surfaces. Donc ça peut être simplement pour aller voir, en fait, avoir l'information sur des travailleurs isolés. Ça peut être du suivi d'objets, de véhicules, de ce qu'on veut. Ça peut être derrière, en fait, une capacité à faire des mesures autres que l'eau. Donc là, on a, en fait, des compteurs dans tous les domaines. Donc ils ont maintenant des compteurs à gaz, des compteurs eau, ils ont des compteurs à électricité. Alors parfois, les technologies diffèrent, mais c'est vrai que là, le réseau LoRa permet, en fait, de répondre à tous ces besoins-là. Et on a également déployé sur le réseau des capteurs de places de parking qui disent où sont les places de parking libres. Donc avec une application, on ne tourne pas, en fait, on réduit la pollution en CO2 parce qu'on va directement à la place. Les capteurs de cartographie du bruit, on les a développés avec le SABRA, le service des pollutions dans le canton, et on a couvert, en fait, la ville de Carouge. Et ils ont une information qui, jusqu'à présent, en fait, prenait 5 ans. En fait, on déplace un sonomètre très cher, ici et là, et puis on a une information séquentielle, et puis on essaie de rassembler ça au bout de 5 ans pour dire voilà la carte du bruit. Donc aujourd'hui, ils sont capables d'avoir une carte du bruit en temps réel sur une large surface. Donc ça, c'est très important, par exemple, quand on fait des travaux sur les routes et qu'on vient dévier la circulation, on est capable de voir si on crée, en fait, une pollution sonore dans une rue à cause de ces travaux-là. Et donc il y a tout on va dire, un processus là de mutualisation de l'infrastructure. Et alors sur la partie sécurité, donc là c'est plus lié à la possibilité de faire des interactions rapides et puis des badges d'accès qui marchent très bien avec LoRa aussi. Donc tous ces axes-là font que, au final, les services industriels de Genève ont vraiment développé une stratégie Smart City. C'est un slide en anglais, je l'ai mis, en fait, celui-là, parce que on a présenté ce slide avec les services industriels de Genève quand en fait, le gouvernement de Hong Kong est venu nous rendre visite. Donc les services en fait, électriques et mécaniques du gouvernement de Hong Kong sont venus nous voir à Genève. Ben, ils nous ont demandé, en fait, de comprendre comment Genève avait
tracer leur stratégie. Et aujourd'hui, il va y avoir sur Hong Kong un réseau LoRa. Ils sont en train de faire des proof of concept, de vérifier comment gérer ça. Principalement, là-bas, c'est pour des bâtiments intelligents. Ils ont 8000 bâtiments gouvernementaux, 8000 buildings, hein, donc à monitorer. Et donc, de cet exercice dans l'eau, on arrive maintenant en fait à un exercice sur vraiment la ville intelligente. Et ça nous donne en fait une idée de comment on peut répondre en fait au challenge d'aujourd'hui. Je mets ici que la transformation digitale, c'est une nécessité. Alors c'est vrai que souvent c'est vu aussi comme un, on va dire peut-être un danger pour la vie privée, pour le citoyen. En réalité, en fait, on a de plus en plus une évidence que sans cette transformation digitale, on est un peu parfois démunis. Donc là, la crise sanitaire nous a montré que on avait des problèmes complexes. Hein. Il n'y avait plus personne dans les rues. En l'occurrence, ils n'avaient plus de données, ils ne voyaient plus rien, ou quasiment plus rien. On voit aussi que ça a amené beaucoup de gens à coopérer entre services pour se transmettre les informations, pouvoir comprendre qui pouvait aider, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème en fait qui puisse être géré en silo. On est sur des problèmes très complexes et ces problèmes-là, ils doivent être comment dire, solutionnés en équipe. Il faut créer des ponts, il faut casser les silos, créer des ponts et ensemble travailler aux solutions. Et on se rend compte en plus que il y a des rythmes de changement en fait, dans notre société qui sont tellement rapides que si on n'a pas cette transformation digitale, on n'a pas l'agilité. En fait, pour être agile, souvent, il faut simplement percevoir son environnement parce que ça permet d'anticiper, on devient agile. Et vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est que plus on connaît en fait l'environnement et plus on peut anticiper et puis on peut aussi réduire en fait la consommation. Donc ça c'est très important. C'est vraiment en fait pour moi la leçon qu'on a retenue en fait dans cette aventure. Et l'Internet des objets, c'est pas la seule manière de faire de la transformation digitale. Bien sûr, il y a des sociétés de conseil qui amènent ça depuis le gouvernement jusqu'à en fait les couches les plus opérationnelles. En réalité, l'Internet des objets, c'est dans l'autre sens. En fait, ce qu'on dit, c'est avec l'Internet des objets, on va avoir une vision d'abord sur un large territoire géographique, en même temps. Donc déjà, on peut vraiment commencer à faire à avoir vraiment une réflexion et puis des algorithmes qui fonctionnent sur des données simultanées. Donc ça, c'est super important. Et donc, grâce à cette vision en fait de l'environnement, on réduit les cycles de correction, d'adaptation, et donc on réduit les risques. Alors pas seulement les risques accidentels, on réduit aussi les risques de pénurie en fait de ressources, donc on devient plus économe. Et en l'occurrence, avec LoRa, on a cette capacité à pouvoir mutualiser un même réseau pour toutes sortes d'applications. Et donc là, on a la possibilité finalement de déployer les cas d'usage très rapidement. Et ce qui est très important en fait, c'est que tout ça, ça doit être fait avec l'utilisateur final. Donc l'Internet des objets, l'objectif principal, c'est d'aller récupérer une information et de la ramener en fait à un endroit où on va pouvoir réfléchir à comment utiliser. Alors, on va mesurer le monde physique, le mettre dans le monde digital, on va transformer ça en une information. Cette information-là, en fait, elle nous permet vraiment de prendre les bonnes décisions. Mais ces décisions, c'est pas seulement en fait de regarder, c'est pas seulement d'analyser ce qui se passe, ça peut être aussi de faire du contrôle. Donc déjà, quand on commence à avoir le monitoring et le contrôle, là, on commence à avoir des algorithmes d'optimisation. Et au final, ces algorithmes d'optimisation, quand on connaît très bien le phénomène, on arrive finalement à avoir des systèmes complètement autonomes. Alors j'ai mis intelligence avec artificielle entre parenthèses parce que bon, les villes seront jamais aussi intelligentes que les gens qui y sont. Hein, donc il faut que l'usager soit là, il faut que les spécialistes, les experts soient là et que tout le monde travaille ensemble autour de la table parce que finalement, souvent on se rend compte que l'usager, il est prêt à lâcher sur certaines demandes parce qu'il sait que ça va aider au développement durable, parce qu'il sait que ça va aider même la commune. Donc il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table
et avec la même, on va dire, la même considération. C'est très important. Alors, je veux juste vous montrer, en fait, pour que ça soit concret, mais je ne veux pas non plus rester sur cette idée-là. Ça, c'est la sonde qui a été développée. Donc, on est passé quand même à travers un certain nombre de déboires, mais elle est installable sur le réseau. Elle est robuste. Le prix, en fait, il est d'un peu plus de 1000 francs sur une série, en fait, à unité, mais on est capable d'arriver, en fait, au prix prévu. Et donc ça a été réalisé avec une coopération entre les services industriels, l'académie et puis l'industrie ambivoise. Donc ça c'est très important en fait parce que on a pu mettre en coopération ces différents acteurs. Ce qui se passe maintenant, en fait, c'est qu'il faut vraiment que, en plus de ces trois acteurs, gouvernement, académie, industrie, qu'on amène l'usager. Ça, c'est vraiment fondamental. Et pour pas que vous restiez sur une idée qu'en fait l'Internet des objets, c'est quand même un truc un peu barbare et énorme, nous, on travaille en fait à faire des objets qui soient vraiment extrêmement, on va dire, bas coût et facile à installer. Donc là, c'est un exemple d'un rétrofit. Donc on a prévu ce rétrofit-là pour des projets en Ukraine, mais on est en train en fait de les vendre en Asie du Sud-Est avec la compétition chinoise. Hein, donc, et ça, en fait, ça lie en fait le metteur, qui n'est pas un smart meter. Donc ça lie le metteur et ça envoie l'information à travers un réseau LoRa et on peut fonctionner pendant entre 7 et 10 ans en fait sur un système comme ça. En réalité, on pourrait augmenter le temps de fonctionnement en augmentant un tout petit peu le volume de cet objet-là. Et donc ça, c'est vraiment en fait ce qu'on a aujourd'hui dans le LoRa, c'est-à-dire qu'on a maintenant des objets qui sont produits en volume et de qualité vraiment professionnelle, comme sur les autres standards qu'on a sur le marché. Et alors là, je ne l'ai pas amené, mais on a aussi la possibilité de mettre des lampadaires intelligents. Donc de nouveau, ça a été créé de A à Z avec un partenaire qui est basé à Genève et dont l'usine est en Ukraine. Et ce sont donc des têtes de lampadaires à LED, mais avec un coût qui est très raisonnable par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Voilà, je voulais juste donner un peu une idée de ce qu'on a pu faire. Et puis, ouais, je reviens en fait sur ce que j'ai vu dans les présentations précédentes. Vraiment, je suis très content d'avoir été là parce que les messages qui ont été passés sont vraiment extraordinaires. C'est d'une part le message de la douche, hein, c'est ce fameux schéma de contrôle. C'est en fait grosso modo quand on sait ce qui se passe, eh ben, on arrive en fait à optimiser. Ensuite, il y avait un message de connaissance géographique du réseau, et on l'a vu en fait dans la mesure de qualité de l'eau. En fait, ce qu'on a fait là, c'est ce qui peut s'interfacer en fait avec le système de récupération et de compréhension de la qualité de l'eau dans le réseau. Donc déjà, de nouveau, on est capable en fait de complémenter, de coopérer. Et puis il y avait un point particulier en fait qui était au tout début de la séance, qui est vraiment si on a l'usager dans la définition du projet, on ne peut pas se tromper d'objectif. Ça, c'est super important. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette nouvelle démonstration de la mise en application des systèmes intelligents. C'était très intéressant. Ça a suscité pas mal de questions sur la plateforme. Donc, si vous êtes d'accord, on va prendre le temps d'y répondre. Vous parlez de temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle fréquence de mesure? Alors, le temps réel, c'est de pouvoir avoir une mesure assez fréquente par rapport à la variation des phénomènes qu'on observe. Donc, pour les services industriels de Genève, en l'occurrence, là, pour la qualité de l'eau, ils voulaient avoir des mesures toutes les 5 minutes, mais l'envoi en fait, de l'information se faisait toutes les heures. Ce qui est important, en fait, c'est que
pour un système de croisière, on peut envoyer toutes les heures ou même toutes les 2 heures. Par contre, quand il y a une alerte, il faut que ça puisse être envoyé immédiatement. Et c'est ce que peut faire en fait ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une alerte, on déclenche une transmission à ce moment-là. On n'est pas obligé d'attendre en fait la prochaine transmission. Donc en fait, on est en réel parce qu'on mesure assez souvent par rapport à la variation du phénomène. Et puis surtout, on peut déclencher une alerte à tout moment. Merci. Vous avez parlé durant la présentation du prix de la sonde. Peut-être vous pourriez répéter. Et puis, quelle est sa durée de vie? Alors, on a visé un prix de 1000 francs sur cette sonde, donc à la fabrication. Et avec une batterie, donc la sonde a été installée dans des regards. On est capable de tenir 6 mois avec les mesures qui sont faites. Et l'objectif des 6 mois, c'était lié au fait qu'au-delà de 6 mois, en fait, il faut nettoyer la sonde. Mais on pourrait, en fait, avec une batterie plus importante, tenir plus longtemps. Ce qui consomme le plus, c'est pas la communication. La communication, en fait, aujourd'hui, un objet comme ça peut être vu à 10 km pendant 10 ans sur une batterie AA. Donc la communication, ça coûte rien. Ce qui coûte, c'est la mesure. C'est la mesure, en fait, donc l'interface entre le monde physique et le monde digital. Merci. Et il y a pas mal de questions sur le réseau LoRa en lui-même. Dans les multi-usages du LoRa, comment gérez-vous la multiplicité de connexions sur une antenne forcément restreinte? Alors, l'avantage de la technologie LoRa, c'est que contrairement à la téléphonie, où une antenne va écouter spécifiquement un objet, et donc cet objet, il est attaché à cette antenne. Vous savez tous que quand vous vous déplacez, en fait, on a tous souffert de ce moment où en fait, on perd la communication, puis ça revient, en fait, c'est ce qu'on appelle le handover, ça passe d'une antenne à une autre, une station de base à une autre. En LoRa, on n'a pas cette problématique. Donc en clair, on a des stations qui écoutent tout ensemble le réseau. Donc on est sur une bande sans licence, donc une bande qui peut être polluée par des interférences, mais l'interférence n'est jamais au même moment sur toutes les gateways. Donc en fait, on est robuste par rapport à ça. Et en plus, comme en fait l'intelligence du réseau, c'est-à-dire la station de base, c'est une boîte à chaussures, il n'y a quasiment rien dedans. Hein, c'est même pas un mini PC, quoi. Et donc cette station de base, elle envoie toutes les informations à un cerveau qui est dans le cloud. Et ce cerveau-là, en fait, c'est comme s'il avait 2 oreilles au départ, mais que si on lui en met 1000, ce sera la même chose. Il est capable de s'adapter, en fait. Et donc, la possibilité d'être saturé, elle est très vite éliminée par le fait d'ajouter une antenne, et pas forcément une antenne en extérieur, ça peut être simplement une petite antenne que l'on met en intérieur qui vient en fait s'additionner au réseau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la capacité en nombre de messages et puis en couverture géographique en augmentant la densité des stations. Ça coûte vraiment rien en plus. Hein, donc Merci. Toujours sur le réseau LoRa, au niveau de la pénétration des ondes dans les bâtiments ou les sous-sols, LoRa est plus ou moins performant que la téléphonie mobile? Alors, LoRa en tant que tel, en tant que modulation radiofréquence, est déjà très robuste. En fait, on est capable de faire ce qu'on appelle une démodulation à des niveaux où le signal est inférieur en fait au bruit ambiant. Donc déjà, ça c'est très robuste, donc ça permet en fait une pénétration dans les bâtiments qui est en fait meilleure en général. Par contre, l'avantage du LoRa, comparativement à la téléphonie mobile, c'est que si un jour dans un bâtiment vous n'arrivez pas à voir le sous-sol et que vous appelez Swisscom pour leur demander en fait de voir le sous-sol, ils vont pas modifier leur installation de réseau, ou à moins que vous soyez un énorme client et que vous ayez des besoins en conséquence. Alors qu'avec LoRa, on peut ajouter une gateway et à ce moment-là, on a une meilleure couverture dans les bâtiments. Mais par principe, au départ, en fait, le LoRa est plus efficace en termes de pénétration indoor que le cellulaire. Merci. Et j'enchaîne avec la question de Pascal qui demande si la technologie LoRa permet-elle de s'affranchir des choix économiques des opérateurs de téléphonie avec l'abandon de certaines normes de communication comme la 2G. Alors, il se trouve que LoRa en fait est une bande sans licence, donc n'importe qui peut devenir opérateur. C'est ça qui est en fait la magie de LoRa, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un réseau privé ou un réseau public, vous pouvez devenir opérateur LoRa. Maintenant, est-ce qu'on veut s'affranchir des modes de communication cellulaires?
c'est vrai que l'Internet des objets, qu'on appelait avant machine to machine, M2M, était basé sur les technologies de l'époque. Donc c'est vrai qu'avec la 2G, on n'avait pas besoin de beaucoup de débit, mais on avait en fait une couverture réseau qui existait. Aujourd'hui, de plus en plus, étant donné que les couvertures LoRa peuvent être faites, qu'on peut faire des réseaux privés, on peut même ensuite coupler ces réseaux-là avec du roaming ou tout simplement les associer entre eux. Il y a certaines bandes de fréquences qui sont plus vraiment en fait, on va dire, privilégiées pour ce genre d'application. Mais je pense que, à mon sens, les opérateurs télécoms, ils sont contents d'abandonner les anciennes technologies parce qu'en fait, ils ont des technologies aujourd'hui qui sont plus efficaces, qui émettent moins d'ondes et donc qui leur permettent de pouvoir en fait rendre un service meilleur qu'à ce qu'ils avaient avant, quoi. Donc LoRa vient pas complètement éliminer cette technologie-là, mais vient en fait vraiment compléter fortement. Oui, et du coup, est-ce que le réseau de télécommunications, est-ce que votre solution dépend du déploiement de la 5G? Alors, les réseaux de téléphonie mobile sont totalement indépendants des déploiements LoRa. Aujourd'hui, les déploiements Internet des objets dans la téléphonie mobile, c'est fait par les antennes principalement donc 2G, 3G, 4G. La 5G aujourd'hui, ça n'existe pas réellement. Et l'Internet des objets dans la 5G, ça ne va pas venir tout de suite. Pour l'instant, la 5G, l'objectif, c'est d'envoyer du débit et de la valeur ajoutée, quoi. Et donc aujourd'hui, LoRa peut être déployé en marge des réseaux de téléphonie mobile. Merci, et je vais prendre 2 questions pour revenir sur votre sonde, peut-être 2 en une. Est-ce que votre sonde est achetable et implémentable par un distributeur traditionnel? Et que vendez-vous au juste? Le service sur la base des abonnements? Alors c'est une bonne question ça, parce qu'on est justement dans cette phase-là. Donc la sonde elle-même, elle n'est pas encore industrialisée. Donc on est, malgré tout le travail qui a été fait, les priorités ont été, on va dire, sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, il y a un projet d'industrialisation de la sonde. Et elle sera achetable, donc probablement que l'industrialisation, ça prendra encore 6 à 9 mois, et donc d'ici à peu près 1 an et demi, il y aura la possibilité de l'acheter. Et c'est vrai que quand on a un système comme ça, très souvent, on achète l'objet, puis on achète un abonnement en fait, qui va avec. Mais je pense que si les distributeurs ont leur plateforme, il faudra travailler avec eux pour que ça ne soit pas un point bloquant. C'est en fait que la partie communication ou gestion du réseau puisse s'intégrer en fait dans leur service de manière, on va dire, indolore. Merci, et peut-être encore une dernière question. On n'aura pas pu poser toutes les questions, mais j'imagine que vous serez d'accord d'aller répondre à celles qui restent sur la plateforme. Qui paye le coût de l'énergie nécessaire à la mesure et l'analyse des données? Alors, c'est vrai que les réseaux LoRa, on a fait en fait des demandes pour poser les antennes sur des bâtiments. Et la première question qu'on nous a posée, c'est oui, mais combien ça va consommer? Et donc, qui va payer? Donc, c'est une très bonne question. Donc, à partir du moment où on est sur une infrastructure qui est privée, c'est l'opérateur qui doit payer. Et s'il passe par on va dire un partenaire pour pouvoir installer l'antenne et récupérer l'information, et ben, il y aura probablement en fait une facturation de cette consommation d'énergie. Mais très sincèrement, la consommation d'une station de base LoRa, c'est bien moins qu'un frigo. Donc on n'est vraiment pas sur une consommation phénoménale, quoi, voilà. Après, sur la partie cloud, voilà, là, on est sur une problématique assez habituelle d'IT qui consomme, et donc voilà, comment diminuer cette consommation-là, ça concerne plus la partie IT. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci pour ces questions, merci à vous pour les questions.